Jacques Deray a, on ne sait trop pourquoi, la réputation d'être un homme de droite. Je sais bien que Balzac écrivait à la double lumière du trône et de l'autel et qu'aucun auteur du XIXe n'intéressa plus Marx que Balzac, de même que Lénine s'intéressa beaucoup plus au comte Tolstoï et à la vision qu'il livrait de la société russe, à la dominante rurale, à domination nobiliaire, qu'à certains écrits populistes de bonne volonté. Quand Lénine établit un programme révolutionnaire concernant les paysans, il se rallia même au programme de partage des terres des agrariens, lui trouvant une résonance ressentie dès le moment par les moujiks, beaucoup plus que ne l'aurait été une définition toute de suite collectiviste de la redistribution de la propriété foncière. Je ne voudrais nullement comparer, ipso facto, Jacques Deray ni à Marx, ni à Lénine, ni à Balzac. Mais je crois cependant qu'il y a peu d'auteurs français de cinéma à inscrire aussi précisément leurs films, leur situation des individus qu'ils mettent en cause et en scène, aussi précisément dans un contexte social nettement défini. L'entreprise est parfois réussie et d'autres fois moins. Dès le Gigolo, il m'avait semblé que Deray avait le sens exact de la définition d'un milieu et de la définition des individus. Avec Borsalino, Marseillais d'origine que je suis, je fus par contre irrité au suprême degré par l'enjolivement pittoresque d'une époque où les militants communistes se faisaient parfois tuer sur le cours Belzonc pour imposer un Marseille propre qui soit autre chose que Chicago, tandis que Delon et Belmondo, interprétant les aventuriers Carbone et Spirito, qui finirent au service de la Gestapo, étaient personnalisés, rendus sympathiques d'une certaine façon, dès la dramatisation apportée par le prestige de ces deux hypervedettes, opposés et comparés comme des héros homériques. L'erreur de Borsalino, il me semble, a été de vouloir plaire à travers l'interprétation dramatisante, plaire à travers une sorte de pastelisation poétisante d'une époque qui fut, de fait, sordide. Deray pouvait bien avouer, dire les liaisons de la pègre et des autorités municipales, législatives. Le député-maire Simon Sabiani, un des fondateurs du PPF, Parti populaire français de Jacques Dorito, montrait les ecclésiastiques du haut rang frayant avec les préfets et les généraux dorés sur tranche. Il n'en arrivait pas moins à prêter quelques séductions émouvantes à la saleté matérielle et morale du Chicago français. Par contre, échouant devant le passé marseillais, Deray a réussi, et assez magnifiquement réussi, devant le présent américain. Il avait raté dans sa pastelisation Marseille. Il a réussi Los Angeles dans une vision plus immédiate, plus saisie sur le vif. Ce qui fait le prix de Un homme est mort, c'est probablement que Jacques Deray, avec Jean-Claude Carrière, en a établi le scénario, s'assurant les services complémentaires d'un scénariste américain, connaissant au plus près les conditions de vie locales. Ian McClellan Hunter, qui fut fort longtemps une des victimes des fameuses listes noires de la période McCarthyiste. C'est que le Français Jacques Deray en a assuré la mise en scène avec le concours d'un chef opérateur italien, Silvano Ippoliti, habitué à une toute autre architecture, même milanaise que celle des métropoles yankees, et que la musique même du Français Michel Legrand apporte une certaine subjectivité européenne, l'optique d'un opérateur venu d'Allemagne de l'Ouest, plus détruite, donc plus reconstruite selon les critères et les canons américains, aurait pu apporter un moindre écart, un moindre étonnement devant cette ville gigantesque, 100 km de long, 1800 km d'autoroute. Ici, nous avons affaire à des regards surpris, de Deray, de Silvano Ippoliti, à l'oreille surprise de Michel Legrand, devant un autre type, séduisant et inquiétant à la fois, de civilisation. C'est encore un étranger, un Français, Jean-Louis Trintignant, point malhonnête en soi. Il doit seulement des dettes de jeu et en a été contraint de les régler par l'exécution d'un habitant des beaux quartiers de Los Angeles, un personnage à peu près aussi ignoble que l'ensemble de son entourage. Mais le crime commis, ses commanditaires refusent de laisser partir l'exécuteur des plus basses œuvres et comptent bien liquider, à son tour, ce témoin gênant. C'est alors qu'apparaît le drame d'un homme seul ou presque seul. Il a noué une très pulpeuse liaison féminine contre toute une ville gigantesque. Nous avons alors droit à plusieurs morceaux de bravoure que Deray a l'exemplaire intelligence de ne pas surexploiter. Certes, comme dans le Casse, il y a des poursuites de voitures, mais cette fois elles ne s'éternisent pas.
Certes, nous avons droit au spectacle du milliardaire assassiné et installé dans l'édifice funéraire, momifié dans un fauteuil, le cigare tenu comme s'il allait en tirer une dernière bouffée. Mais là encore, Deray, sans plus insister, montre seulement la pâleur du corps raidi, sans en tirer un effet excessif, sans en bâtir du grand guignol. Toutes les conventions y figurent, car c'est bien d'un thriller français qu'il s'agit, mais puisqu'il s'agit d'un thriller français authentique, il s'agit aussi d'une vision subjective, qui ne sollicite pas autre chose qu'une sorte de neutralité clinique, simplement installée dans les conventions d'un genre, un des plus grands de l'histoire du cinéma. En arrière-plan, il y a Los Angeles, ses autoroutes, sa déshumanisation dans un urbanisme tracé au cordeau, ses magnifiques villas aux jets d'eau jaillissants, ses quartiers pauvres, ses bidonvilles. Il y a vu d'assez loin les serveuses de bar aux seins nus pour appâter la consommation de la bière ou du whisky par les clients. Deray montre tout. Il n'exploite aucun filon. Il a donc réussi là un de ses meilleurs films. Un film étonné, un film personnel. Albert Cervoni. Cinéma 73, février 1973.